Dernier numéro de Entre deux news de la semaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Reflet TV. Si vous nous rejoignez sur nos différents canaux partout dans le monde, à suivre ce soir, district autonome d'Abidjan, Cissé Ibrahima Bakongo lance une opération de ravalement des façades. Et puis GPS Kando, Soumaoro condamné à 36 mois de prison aussi. Nous parlerons de l'AES, les régimes militaires. Ont-ils atteint la souveraineté, la stabilité et le développement recherché? Vous aurez des analyses de nos consultants. Guillaume Bateau, bonsoir à vous. Bonsoir Cédric. Et puis Chérik Balé, bonsoir. Bonsoir Cédric. Alors place au premier sujet de cette émission, les façades extérieures des bâtiments publics et privés donnant sur les artères principaux du district d'Abidjan feront peau neuve bientôt. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative du district d'Abidjan? Puis Chérik Balé, vous commencez. Nous pensons que c'est une très bonne chose. Ça entre dans les prérogatives du district. Mais en même temps, est-ce que c'est ça l'essentiel? C'est vrai que quand on va au plateau, par exemple, on est choqué de voir certains immeubles très délabrés, sans peinture, à côté d'autres immeubles qui sont scintillants. Il y a des quartiers comme ceux de la Riviera Golf où il y a les tours là. Où là-bas aussi, on constate qu'il y a des immeubles qui ne sont pas du tout agréables à voir. Donc c'est bien, c'est même très bien. Mais il faut aussi penser à l'insalubrité. Parce que l'insalubrité a un impact direct sur la santé des populations. Et Abidjan est vraiment très et trop sale. Voilà. Donc c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Bien, Guillaume Bateau, comment est-ce que vous accueillez cette décision du district d'Abidjan? Est-ce qu'elle est la bienvenue? Oui, forcément. Je crois que Abidjan est non seulement la capitale économique de la Côte d'Ivoire, mais vous connaissez son surnom, l'appel des lagunes. Et, on a constaté effectivement ces dernières années que beaucoup d'immeubles qui sont sur les grandes artères, dans les quartiers, dans le centre-ville, au plateau, Mme Ngbalé en a parlé un peu, sont dans des situations parfois désolantes. Y compris même le siège du district. Vous regardez l'hôtel de ville du district d'Abidjan, j'ai appris qu'il y a des rénovations en cours. C'est une bonne chose parce que le district lui-même ne donnait pas vraiment une belle idée. Donc, bravo au ministre-gouverneur. Je veux rappeler que la dernière opération de ce type-là a eu lieu en 2017, justement à l'occasion des Jeux de la francophonie. Celui qui est aujourd'hui Premier ministre, le Premier ministre Mambé, qui était à l'époque donc ministre-gouverneur d'Abidjan et président du comité d'organisation des Jeux de la francophonie, avait effectivement aussi fait ravaler les façades. Mais il faut donc, j'espère qu'avec cette opération, que ça va être continu. Ça va être continu, qu'on ne va pas attendre encore 7 années, 7 ans pour refaire le ravalement. Il faut que cela soit inscrit dans les cahiers des charges des collectivités locales et que les entreprises publiques et parapubliques soient suivies. Voilà, et qu'elles puissent rendre des comptes si le travail n'est pas fait. Donc, moi, je salue cette initiative. On a critiqué par moments certaines opérations du ministre-gouverneur. Pour une fois, je pense qu'il faut peut-être le féliciter. Il faut le féliciter et souhaiter que toutes les parties prenantes soient justement associées. Les entreprises, c'est bien, mais les collectivités locales avec le maire, les élus, les parlementaires, les syndics dans les quartiers, les populations de façon générale, il faut que tout le monde soit associé, que cette opération ne soit pas juste un coup d'épée dans l'eau et qu'on se retrouve encore dans 2 ans, 3 ans avec des façades sales. Il faut que ce soit institutionnalisé et pérennisé. Et pour cela, moi j'encourage le ministre-gouverneur à impliquer le maximum de parties prenantes pour qu'on puisse aboutir à vraiment donner de l'éclat à cette ville d'Abidjan qui est notre premier miroir. Quand vous venez de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, Abidjan, c'est le premier contact. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, dans les autres villes de l'intérieur du pays, c'est la catastrophe. On en parlera peut-être après, mais moi, je viens du centre-ouest, ici à Gagnoa, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, alors, on suppose aussi que tout est aux frais du district autonome d'Abidjan. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ce serait l'idéal. Mais je pense que les entreprises qui ont leur bâtiment devraient quand même être poussées à faire le revendre de la façade. C'est vrai, le district a la gestion collective du district d'Abidjan, mais chacun a son bâtiment. Si le district peut le faire, a les moyens de le faire, alléluia. Mais si le district n'a pas les moyens de le faire, il faut obliger ces entreprises-là, qu'elles soient privées ou publiques, à le faire elles-mêmes. Voilà. Bien. Puis Chérik Balé, vous, pour cet avis-là,
est-ce qu'il faut obliger les entreprises à forcément participer, contribuer à faire cette opération? Obliger, c'est un peu fort, mais il faut les encourager à le faire et puis peut-être prendre des textes qui les contraignent à le faire. Mais il y a les bâtiments publics et puis il y a les bâtiments privés. Donc moi, je pense que ça ne peut pas se gérer de la même manière. Et surtout par rapport aux quartiers, il y a un problème. Parce que dans les quartiers, souvent, les syndics n'arrivent pas à convaincre les copropriétaires à s'investir dans un projet d'intérêt général. Si par exemple, il y a une rue qui traverse le quartier et qu'on veut l'aménager un peu, les gens refusent de se cotiser. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'au niveau de la Riviera Golf, on a des bâtiments qui sont bien entretenus et d'autres qui sont abandonnés. Donc je pense que c'est surtout au niveau des citoyens, des syndics de quartier là, que ça sera difficile. Il faut vraiment trouver le moyen de dialoguer parce qu'il ne faut pas obliger. C'est pour ça que le mot obliger m'a gêné tout à l'heure parce que eux là, quand on leur demande d'obliger, ils débordent. Mais c'est pour le bien de tous et surtout de ces entreprises aussi. C'est pas parce qu'on veut le quand bien. Quand c'est beau, c'est les entreprises ou les cités qui sont là. C'est pas parce qu'on veut le bien qu'on doit user de force. On rassemble les syndics des quartiers, on parle avec eux, on trouve la meilleure formule pour les emmener à adhérer. On ne doit pas obliger quelqu'un. Bien, alors on suppose aussi, pardon, on revient sur une autre question. Alors cette opération qui est menée là, le gouverneur donne jusqu'au 20 novembre environ 3 mois pour mener cette action. Quel est votre avis sur ces délais-là? Jusqu'au 20 novembre, 3 mois. Bon, par rapport aux décisions qui sont prises habituellement, c'est bon. Parce qu'habituellement, on prend les décisions, si ce n'est pas effet immédiat, c'est dans 1 semaine ou 2. Je pense que 3 mois, c'est raisonnable. Mais en même temps, il faut dérouler une méthodologie qui permette à tous les acteurs d'adhérer. C'est ça qui est important. Pendant les 3 mois, là, on fait quoi? D'ici le 20 novembre, qu'est-ce qu'on fait pour emmener les gens à adhérer? Guillaume Bateau, 3 mois, est-ce que c'est réaliste? Oui, d'accord. Avant de répondre à votre question, bon, Madame la Présidente fait un jeu de mots. Entre contraindre et obliger, je crois que la différence n'est pas tout à fait pour nous. Oui, je crois qu'elle-même, elle a dit, dans certains quartiers, les habitants font preuve de négligence, pour ne pas qu'on dise plus. Aujourd'hui, et je suis d'accord avec elle, qu'il faut prendre des textes pour, bon, je vais utiliser ce mot pour qu'on soit d'accord, pour contraindre, pour les contraindre à rendre leur espace vivable. Voyez, parce que vous ne pouvez pas habiter dans une cité, elle a pris l'exemple de la Riviera Golf, où vous avez des bâtiments très bien entretenus, à côté de bâtiments qui sont vraiment avec une image insoutenable. Ce n'est pas acceptable. Le citoyen ne peut pas laisser chacun faire ce qu'il veut dans un pays. Ce n'est pas possible. On voit que c'est pour l'intérêt général. Pour même les populations elles-mêmes. Regardez les épidémies qui se déclenchent souvent à Abidjan. Parfois, c'est malheureux. C'est pour ça que je parlais de la salubrité. Absolument. Donc, c'est un aspect. Je sais qu'il y a des taxes municipales, il y a des taxes sur l'entretien, parfois sur les factures. Il faut regarder tout ça et voir comment on adresse ces problèmes-là, comment on identifie des budgets. Et s'il faut que les populations contribuent, il faut qu'elles contribuent. Moi, vous voyez, moi je viens, j'ai grandi dans une zone rurale, mais là-bas, nos parents, c'est eux qui se lèvent le matin et qui on dit, bon, on mobilise la jeunesse et puis on nettoie le village. C'est pas l'État qui va nettoyer nos villages à la place de nos parents. Il y a les pistes, quand les pistes sont enchevêtrées, c'est les populations qui nettoient. Voilà, et ça, c'est depuis belle lurette. Mais pourquoi les gens viendraient à Abidjan et accepteraient de vivre dans les salubrités, dans les... Non, je crois. Donc, il faut des textes, il faut des procédures pour amener les uns les autres et faire confiance aux syndics, faire confiance aux collectivités locales pour avoir des mécanismes. Alors, maintenant, 3 mois, oui, je pense que 3 mois, c'est déjà bon parce qu'il faut qu'il y ait un deadline. S'il n'y a pas de deadline, vous savez, les Ivoiriens, nous avons les choses de dernière minute. C'est ça. Voilà, donc 3 mois. Cette fois-ci, personne ne dira qu'il n'a pas été informé. C'est ça. Voilà. Il faut le dialogue. Voilà. Jusqu'à maintenant, on a reproché au ministre-gouverneur de surprendre la population la nuit avec ses bulldozers. Pour une fois qu'il leur donne 3 mois, je crois que et eux-mêmes, ils ont intérêt à faire vite. Bien. Ils ont intérêt à faire vite. Alors, cette norme aussi, on se demande est-ce que le ministre-gouverneur arrivera-t-il à réaliser ce projet? Oui, c'est une question de méthodologie, comme je disais tout à l'heure. À partir du moment où la décision a été prise et qu'elle est bonne, il faut parler, il faut communiquer avec les acteurs pour trouver
tout ce qu'il faut, enfin les moyens pour que chacun prenne part à ce projet-là afin qu'il réussisse. Je reviens encore sur le problème des syndics là. En fait, les bâtiments appartiennent évidemment à des propriétaires, mais certains sont loués. Et souvent, ce sont les locataires qui refusent de contribuer dans ce genre de projet-là parce qu'ils se disent que c'est la maison du propriétaire, c'est au propriétaire de prendre soin, alors qu'il oublie que c'est lui-même qui habite là. Donc, il y a vraiment, pour le côté des quartiers, là, parce qu'avec le ministre-gouverneur, on ne sait jamais quelles sont les idées qui peuvent lui passer par la tête. Pour le côté des quartiers, là, il faut vraiment qu'il y ait toute une stratégie dès maintenant pour communiquer avec les syndics de ces quartiers-là et amener même les locataires à comprendre que c'est dans leur propre intérêt que de vivre dans un quartier qui soit agréable. Bien, une dernière question pour terminer. Guillaume Bato, grâce au gouverneur Cissé Ibrahim Bakongo, certains Ivoiriens commencent à comprendre le rôle du district d'Abidjan. Sans doute, la nomination de Bakongo apporte un grand changement. Votre réaction sur ce point? Oui, bon, les Ivoiriens connaissent le rôle du district. Finalement, on se disait le district et les communes, bon, non, à peu près. Oui, monsieur Bakongo, il y a grand changement avec le ministre-gouverneur Bakongo a sa méthode, qui est souvent critiquée. C'est vrai qu'on sent de l'engagement et tout, et parfois fait des choses un peu... un engagement mal inspiré. Donc ça, on comprend. Et puis, effectivement, Abidjan s'était installé vraiment dans un désordre, il faut le reconnaître. On l'a reproché au ministre-gouverneur d'avoir pas pris le temps, la sensibilisation, le temps de l'information, mais on se rend compte au fur et à mesure, lui-même il entend ses critiques, je crois qu'il est en train aussi de s'adapter et de faire en sorte que ces opérations, quoique salutaires, puissent se faire dans le respect de la dignité des uns et des autres. On est tous conscients que par moment aussi, l'État est obligé de faire respecter la loi et les règles. Donc oui, le ministre-gouverneur, il a commencé un peu trop fort, mais je crois que quand vous rentrez aujourd'hui à Abidjan, venant de l'ouest, de la Côte d'Ivoire, du nord, par Yopougon, vous regardez au Banco, quand on imagine qu'il y a quelques mois, les gens habitaient sur ces pentes-là, parfois on se dit, mais c'est vrai, le ministre a fait fort, mais parfois, peut-être qu'il avait raison. Peut-être qu'il avait raison. Et la baie du Banco est peut-être réaménagée. Ça va permettre que les gens, de plus en plus d'Ivoiriens, aillent visiter la forêt du Banco, qui est un joyau touristique important. Mais à cause de l'insécurité qu'il y avait autour de cette grande forêt-là, les gens n'y allaient pas suffisamment. Aujourd'hui, cet aménagement va permettre aux élèves, aux citoyens ordinaires, de profiter de cette forêt du Banco-là. Et moi, sur ces aspects, simplement, je reconnais que le ministre-gouverneur a fait bouger les lignes. On l'attend surtout à Djamé. Oui, lui-même, il connaît Adjamé. Et il vient de Koumassi. Koumassi et Adjamé, c'est des quartiers, j'allais dire, jumeaux. Et bon, lui aussi, il est attendu. Mais on espère que tout va bien se passer pour que Adjamé aussi, qui est un centre commercial important de la vie économique en Côte d'Ivoire, puisse retrouver, nous, il y a quelques années, quand on arrivait à Abidjan, Adjamé était un joli quartier. Bon, malheureusement, et la pauvreté et les désordres ont fait que ces quartiers ont perdu leur lustre d'antan. Pécheur Balé, vous voulez réagir rapidement, 30 secondes sur cette question? Oui, rapidement, juste pour dire que vouloir bien faire n'autorise pas à utiliser des méthodes qui sont contraires aux normes. Donc quand il dit par exemple qu'aujourd'hui, quand on entre à Abidjan, on est content, c'est vrai, mais ça s'est fait sur la vie des gens, ça s'est fait en jetant les gens à la pauvreté, d'autres même à la mort. Donc je pense qu'on ne peut pas dire qu'il a bien fait parce qu'il n'a pas bien travaillé, il n'a pas respecté les normes. Si le résultat plaît, tant mieux, mais il y a encore des réparations qui attendent. Bien, place au deuxième sujet de cette émission. La justice ivoirienne a condamné mercredi Kando Soumaoro, un responsable du mouvement des générations et peuples solidaires GPS de Guillaume Soro, à 3 ans de prison, dont 2 ans ferme pour trouble à l'ordre public. Le tribunal de première instance reproche à Kando Soumaoro d'avoir maintenu en vie une association suspendue par une décision de justice prononcée en juin 2021. Pulcherik Balé, quelle lecture faites-vous de cette condamnation? Moi, je voudrais d'abord même vous dire merci d'avoir choisi ce sujet qui est vraiment d'actualité et dire qu'il est important que les Ivoiriens sachent certaines choses avant de réagir sur ce genre de sujet. D'abord, GPS, officiellement, n'est pas un parti politique. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent.
GPS a été déclaré comme une association et le récépissé que détient GPS est un récépissé d'association qui a été créé selon la loi de 1960. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que GPS a été dissous sans respecter les normes. D'abord, c'est dans le cadre du procès d'une personne membre de GPS. Et dans le cadre de ce procès-là, on utilise une loi qui n'est pas appropriée, la loi de 1993 sur les partis politiques, pour dissoudre une association. Déjà là, il y a un problème. On ne peut pas utiliser la loi des partis politiques pour dissoudre une association et on le fait dans le cadre d'un procès individuel sans convoquer les avocats de cette association. Ça, c'est le deuxième biais. La troisième chose, c'est que M. Kando est allé participer à une activité au nom justement de cette association. Les associations se dissolvent de deux manières. Soit les membres de l'association font une réunion pour décider qu'ils dissolvent leur association, soit on prend un décret pour le faire. Il n'a jamais été pris de décret pour dissoudre l'association que constitue GPS. Du coup, on se demande comment notre justice fonctionne. On utilise une loi qui n'est pas adaptée aux associations pour dissoudre une association. On condamne quelqu'un pour un fait qui n'existe pas en réalité, puisque l'association n'a pas été dissoute. Bien. Donc, ce que ça nous inspire, c'est vraiment le danger dans lequel se trouvent toutes les associations et tous les partis face à la justice ivoirienne qui apparemment fait les choses selon la volonté de l'exécutif plutôt que de dire le droit tel qu'il devait être dit. Bien, pourtant, cette déclaration faite par l'opposition était une déclaration des partis politiques de l'opposition et organisations de la société civile, mais on sait tous que GPS se réclame comme un parti politique. Guillaume Bato, comment est-ce que vous réagissez face à cette situation? Oui, vous savez, généralement, moi, je prends beaucoup de gants pour parler des questions de justice, moi-même n'étant pas juriste. Mais ce que je veux dire, c'est que d'après les informations que j'ai, bon, Madame la Présidente peut-être en sait mieux que moi, effectivement, à la suite du procès de certains membres de GPS, ce groupement politique ou cette association a été dissoute. Les avocats de GPS disent qu'ils ont fait appel de cette décision. Ce que je sais par un certain nombre de canaux, c'est que les magistrats ont estimé que la procédure qu'ils ont utilisée pour faire appel n'était pas la bonne, et donc, mais en plus que cela avait été fait hors délai, et que les délais d'appel avaient été déjà épuisés. Bon, c'est un débat juridique. Ce que moi je souhaite, c'est que tous les Ivoiriens apprennent à respecter la loi, quel qu'il soit, détenteur d'un quelconque pouvoir ou qu'il soit simple citoyen. Et j'espère, je souhaite simplement que ce soit les avocats de GPS ou les magistrats, le parquet notamment, qu'ils puissent communiquer suffisamment. Parfois, on fait beaucoup de débats parce qu'on n'a pas la pleine mesure de l'environnement dans lequel les choses se passent. En tout état de cause, moi je souhaite que les hommes politiques ne se retrouvent pas en prison. L'État a plusieurs moyens de coercition pour interpeller. Je crois que l'objectif doit être surtout d'interpeller et non d'incarcérer un ancien élu, un homme politique, parce qu'après le discours, il devient inaudible. Même quand l'État dit, on a des arguments, on a des éléments juridiques fondés pour prendre telle ou telle décision, à partir du moment où les hommes politiques ou les leaders de la société civile sont privés de liberté, cela, moi, me pose un problème en tant qu'acteur de la vie citoyenne. Ceci dit, je crois, non, je regrette clairement l'arrestation et la condamnation de M. Kando Soumaoro. J'encourage ces avocats donc, à emprunter les procédures. Je crois qu'ils ont promis de faire appel à la décision. Voilà. J'espère qu'ils vont le faire rapidement dans les délais pour que
pour que tous les leaders puissent plaider. Moi, je plaide clairement pour que M. Kando soit libéré. Parce que notre pays a besoin des hommes politiques pour que le débat démocratique soit animé et que les citoyens prennent les décisions en toute connaissance de cause. Et GPS aujourd'hui, bon, est dissous selon les autorités judiciaires, pas dissous selon les militants de GPS. Il faut qu'on trouve la solution. Mais je souhaite vraiment que M. Kando puisse recouvrer la liberté. Bien. Parlons de la dissolution de GPS. Tout au long du procès, les avocats de Kando Soumaoro ont notamment insisté sur un point. Un pourvoi en cassation a été déposé et tant que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée, la dissolution de GPS n'est pas effective. C'est ce qu'ils disaient. Alors pour eux, leur client pouvait donc participer à cette réunion. Comment est-ce que vous réagissez à ce point-là? Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce que je ne suis pas juriste et je ne parle pas de ce que je ne maîtrise pas. Est-ce que quand on est en cassation, ça suspend une décision? Je n'en sais rien. Je vais m'informer et on verra. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que la justice ivoirienne a un problème. Nous, on a eu affaire à elle, donc on la connaît. On t'accuse de quelque chose et c'est toi qui dois donner la preuve de ce dont on t'accuse. Ce n'est pas celui qui t'accuse qui vient avec les preuves de son accusation. Et ça, c'est un problème. Et c'est ça qui ouvre la porte au fait que la présomption d'innocence n'existe pratiquement plus. Dès qu'il y a un problème, on prend quelqu'un, on le met en prison, systématiquement. Et c'est à lui de se débattre pour démontrer qu'il n'a pas fait ce qu'on lui reproche. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, là, ça nous emmène à demander à ceux qui ont emprisonné Kando Soumaoro de venir nous donner la preuve que GPS est un parti politique. Puisqu'on dit qu'il a été signataire d'un document au nom d'un parti qui a été dissous. Qu'on nous donne la preuve déjà même qu'au départ, c'était un parti. Parce que moi, j'ai la preuve de leur récépissé d'association qui date le numéro 1229 du 16 septembre 2019. Que les gens viennent nous donner la preuve que ce parti politique-là existe avant qu'on ne le dissolve. Donc il y a un problème. On ne peut pas dire le droit sur du faux. Alors le tribunal dit bien, on reproche à Kando Soumaoro d'avoir maintenu en vie une association suspendue par une décision de justice prononcée en juin 2021. Une association. Oui, c'est ce qui est dit. Mais les associations ne se dissolvent pas par voie juridique, justement. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on respecte le droit. La loi de 1993 qui régit les partis politiques, là, c'est là-bas qu'on dit qu'on peut dissoudre un parti politique par voie judiciaire. Mais nous, les associations, là, pour nous dissoudre, il faut que nous, on se rassemble pour dire on ne veut plus de notre association ou alors qu'il y ait un décret. Où est le décret qui a dissous l'association? Bien. Guillaume Bato, est-ce que pour vous c'est un procès politique comme disent certains Ivoiriens, certains analystes? Moi, je vous ai dit que j'évite souvent de commenter les décisions de justice. Et puis, bon, qu'est-ce qu'on appelle procès politique? M. Kando est certes un homme politique, mais avant tout, c'était un citoyen ivoirien. Et je pense que de plus en plus, il faut que les animateurs de notre vie politique ne pensent pas que parce qu'ils sont animateurs d'un parti politique, ils sont exemptés de respecter la loi, etc. Alors, bon, Madame la Présidente a fait un débat sur le décret ou pas. Moi, ce que je souhaite, je pense qu'en pareille circonstance, et comme nous sommes censés être dans un pays dit de dialogue, moi j'encourage les uns et les autres, notamment les animateurs de GPS, à mobiliser l'opinion pour plaider la mise en liberté de M. Kando. Vous savez que notre pays a traversé beaucoup de crises ces 30 dernières années et je ne crois pas que ce soit vraiment nécessaire d'emprisonner les hommes politiques à la veille d'un scrutin crucial comme la présidentielle de 2025. Comme je dis, on peut sanctionner M. Kando si on estime qu'il a enfreint la loi sans forcément le mettre en prison. Voilà. Vous avez annoncé la décision, c'est 3 ans assorti de 1 an de sursis. On aurait pu le condamner avec sursis, on aurait pu faire autre chose.
quitte à ce qu'il ne soit pas obligé d'aller en prison pour abandonner sa famille. Vous voyez, aujourd'hui, la vie en Côte d'Ivoire est difficile. Et quand un chef de famille se retrouve loin de sa famille, moi, en tant qu'humaniste, cela me pose problème. Donc, je plaide auprès des autorités pour qu'elles puissent prendre des mesures pour élargir M. Kando et tous les autres qui se retrouvent face à la justice pour des questions d'opinion, d'action politique. Vous voyez, regardez dans les pays démocratiques. Les débats sont parfois virulents, mais c'est rare que les acteurs, les animateurs de la vie publique se retrouvent en prison pour des questions d'opinion. Il faut que nos pays africains fassent l'effort de se rapprocher de ces standards-là. Et donc, mon propos, c'est toujours de faire en sorte que dans le cadre du dialogue politique, dans le cadre de tous les instruments, les mécanismes sont mis en place justement pour éviter ce genre de situation, chaque parti s'implique pour que tous les prisonniers, ceux qui estiment être des prisonniers d'opinion, puissent recouvrer la liberté. Bien, les partis politiques ont fait des déclarations suite à son arrestation. Comment réagissez-vous face à la sortie du PDCI-RDA? Oui, bon, moi je trouve un peu décevant. Pourquoi? Le PDCI-RDA qui a reçu la conférence de presse à son siège et qui savait de quoi ce qui se passait, vient aujourd'hui prendre un communiqué qui ressemble à enfoncer M. Kando. Je trouve que ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux de la part du PDCI. Ce n'est pas sérieux de la part du président Thiam. Ce que beaucoup d'Ivoiriens comptent pour moderniser l'espace public. Mais ils ne peuvent pas dire qu'ils ne connaissent pas GPS, qu'ils ne connaissent pas la situation. Vous laissez le monsieur venir à votre siège, signer un document, vos amis sortent un communiqué pour le défendre, pour essayer d'attirer l'attention des uns des autres, pour se mobiliser, et vous faites un contre-communiqué. Ça, j'aime pas le mot, mais c'est de la traîtrise. Voilà. Il faut que le PDCI revoie sa copie. Ce n'est pas normal. Alors, concernant le cas spécifique de M. Soumaoro Kando, le PDCI-RDA se tient prêt à défendre ses droits en tant que citoyen, comme il le ferait pour tout autre individu. Toutefois, il est important de préciser que le PDCI-RDA n'est en aucun cas en alliance avec le GPS. Comment réagissez-vous face à cette sortie? Bon, le PDCI dit qu'il n'est pas en alliance avec GPS. Mais pourtant, le procès n'a rien à voir avec une alliance. Peut-être qu'ils veulent montrer, vous savez, nous tous on sait comment les choses se passent dans notre pays. Et quand il y a une situation dangereuse, souvent les gens cherchent à se protéger. Donc, ils ne savent pas si, après avoir arrêté M. Kando, il y aura une autre phase pour chercher les alliés de GPS, puisqu'on dit que GPS est dissous. Donc, peut-être qu'on va aussi condamner ou poursuivre tous ceux qui seraient en alliance avec GPS. Donc, eux, bon, c'est de leur droit de vouloir on va dire, disculper par rapport à la situation. Est-ce que vous êtes déçu de la réaction du PDCI-RDA? Bon, déçu par rapport à quoi? On est déçu quand on a des attentes vis-à-vis de quelqu'un. Personnellement, j'ai toujours trouvé que les rapports entre les opposants étaient très hypocrites et qu'au moment où ils doivent se soutenir, ce n'est pas toujours qu'ils le font. Donc, je ne veux même pas juger la réaction d'un tel ou d'un tel autre. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les signataires du 9 août auraient dû, ensemble, avoir une position. Donc, si le communiqué qui a été pondu par les signataires du 9 août, le PDCI est solidaire de ce communiqué, c'est bon. Mais je voudrais dire que eux tous là même, à mon avis, ils n'ont pas eu la réaction qu'il fallait. Parce que moi, si j'étais avec eux, ce qu'on aurait fait dès qu'on a arrêté M. Kando, on aurait automatiquement réagi. Une déclaration, des gens qui sont habitués à violer les lois, à ne pas respecter les droits, c'est pas un problème, ça représente rien pour eux. Il aurait fallu, avant le jugement de M. Kando, que tout ce groupe-là mène des actions fortes qui montrent vraiment leur désapprobation vis-à-vis de cela et leur solidarité à M. Kando. Bien, Guillaume Bato, on voit plus loin dans la déclaration. Le soutien apporté à M. Soumaoro Kando s'inscrit dans le respect des droits individuels et ne doit pas être interprété comme une alliance avec GPS. Cette sortie suscite beaucoup d'interrogations. Mais je pense que c'est la comédie. Il ne faut pas que les gens
je suis désolé de le dire, se fout de notre gueule. Voilà. Et c'est ça, moi, c'est pour ça que souvent, moi, je suis étonné quand les gens disent, oui, il faut que l'opposition se mette ensemble. Mais l'opposition ivoirienne est une opposition diverse, hétérogène, avec des gens qui poursuivent des objectifs différents. Voilà. Donc, on a la preuve. Le PDCI ne peut pas dire qu'il soutient M. Kando et faire un tel communiqué à la veille du jugement de M. Kando. Il y a un problème. Et moi, j'aurais pensé qu'il aurait été plus utile à M. Kando en se taisant. Voilà. Parce que faire le communiqué qu'ils ont fait, c'est le désavouer, c'est l'abandonner au moment où il a besoin de leur soutien. C'est pour ça que Mme Balé disait que oui, bon, peut-être qu'ils veulent se laver les mains. C'est pour ça qu'il faut réfléchir avant de poser des actes. Voilà. Est-ce que c'était nécessaire, cette déclaration? Moi, je n'en sais rien, posez-leur la question. Mais on voit bien que cette déclaration, dès qu'il y a eu le petit problème, eux, ils s'en lavent les mains, ils abandonnent leurs camarades. Et puis, ils disent qu'ils ne sont pas alliés, mais personne n'a dit qu'ils sont alliés. Personne n'a dit qu'ils sont alliés. Certains l'ont expliqué, hein, d'autres disent que le PDCI est présentement en excès de confiance. Le parti de Thiam pense pouvoir gagner à lui seul l'élection présidentielle. Avec une telle attitude, où ils ne sont pas capables de soutenir leurs amis qui sont en difficulté. Moi, ce n'est pas un parti ou un leader comme ça pour qui je vais voter en 2025. Un leader, un responsable, même si il y a la difficulté, il faut affronter la difficulté et puis après, on règle le problème en interne. Mais parce que c'est du lâchage, c'est de l'abandon, clair. Et ça donne déjà une idée de ce à quoi on va assister d'ici 2025. C'est pourquoi moi, je pense que chaque parti politique doit être dans son couloir, développer ses idées, son programme et convaincre l'opinion. Je suis généralement contre alors, j'en parle d'alliance contre nature, il n'y a pas d'alliance contre nature, mais des alliances au forceps sans réelle base d'engagement. Moi, je pense que si le PDCI est en excès de confiance et pense que c'est de cette façon que va gérer les Ivoiriens demain, moi, je ne pourrais pas voter pour le PDCI. Bien, pour terminer, P. Chéric Balé, selon le communiqué des signataires de la déclaration du 9 août et alliés, il est à noter que dans ce groupement, certaines organisations politiques, parties prenantes de l'initiative, n'ont pas été admises à signer le document, contrairement au GPS. Comment vous réagissez face à cette sortie-là? N'ont pas été admises, je ne comprends pas. Ça a été dit, il est à noter que dans ce groupement, certaines organisations politiques, parties prenantes de l'initiative, n'ont pas été admises à signer le document, contrairement au GPS. Bon, franchement, ça suscite des interrogations. Je ne suis pas du groupement, je ne sais pas. Franchement, c'est à eux d'expliquer ce qu'ils voulaient dire par là. Guillaume Bateau voulait faire oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. De quelles organisations on parle? C'était un rassemblement de dupes. Voilà, aujourd'hui, chacun veut tirer la couverture sur lui à la belle élection, montrer que c'est lui qui est le leader, qui est le plus important, tout ça. Ce n'est pas nécessaire. Je crois que les problèmes sont connus. Chaque parti politique doit dire aux Ivoiriens qu'est-ce qu'il compte faire pour régler ces problèmes-là. C'est ça qui culpabilise le PDCI et RDA. Ils ont refusé que certains organes signent. Pour quelle raison? Arrête de répondre. Mais ils ont laissé GPS signer parce qu'ils estimaient que GPS était peut-être plus important dans la démarche. Après, GPS, ce signataire a des difficultés, eux, ils se débinent. Je crois que ce n'est pas très sérieux, en tout cas, de mon point de vue. Bien, voilà, madame, monsieur, c'est la fin du deuxième sujet de cette émission. On marque une courte pause. L'émission continue tout à l'heure avec la troisième partie dans laquelle nous parlerons de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel dans quelques instants. Nous sommes de retour en plateau pour la troisième et dernière partie de cette émission. Ici, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, les régimes militaires du Mali, du Burkina et du Niger ont-ils atteint la souveraineté, la stabilité et le développement recherché? C'est ce sujet que nous aborderons tout à l'heure. Alors, Guillaume Bateau, au plan sécuritaire, prenons État par État. Quel état des lieux faites-vous de la situation actuellement dans l'AES? Quand on écoute ce qui se dit, quand on regarde ce qui se passe, on peut dire que la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. Bien au contraire. Il y a quelques semaines au Mali, il y a eu des massacres perpétrés par les groupes terroristes. Au Burkina, c'est pratiquement tous les jours. Au Niger aussi, on voit bien que les groupes terroristes se renforcent. Bon, donc je crois que malheureusement, quand on prend le cas du Mali spécifiquement, ça fait 4 ans que M. Goïta et ses amis ont fait le coup d'État contre le président Ibeka. Mais en 4 ans, rien n'a changé, au contraire, la situation s'est empirée. La situation des libertés publiques s'est empirée, la situation sécuritaire s'est empirée. On a chassé la France et les Américains pour aller chercher les Russes. C'est malheureux tout ça, c'est une honte. Vous avez voulu fouetter l'orgueil des Africains. C'est peut-être une bonne chose. Mais en ce moment-là, les FAMA se battent
et pour libérer leur pays. Mais vous ne pouvez pas chercher une souveraineté pleine et entière et l'aliéner encore avec les Russes. Juste parce que, bon, M. Poutine, lui aussi, fait des mandats à vie en Russie, et que ce serait le modèle. Mais moi, je suis vraiment désolé. Donc, on est malheureux de constater. Et quand vous êtes au nord de la Côte d'Ivoire, vous voyez le flot des réfugiés qui ne font que descendre au nord de la Côte d'Ivoire. C'est dommage. On est obligé de constater que la situation ne s'est pas améliorée, puisque aucun de ces pays, à commencer par le Mali qui a ouvert le balai des coups d'État, 4 ans après, M. Goïta ne peut même pas sortir de son palais. Il y a quelques mois, on nous avait annoncé en grande pompe la libération de Kidal. On n'a jamais vu les pieds de M. Goïta à Kidal. Il est cloîtré dans son palais. Et aujourd'hui, ce qu'on constate plutôt, c'est que les rebelles, les terroristes, se rapprochent de Bamako. La situation est difficile. L'électricité, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, puis Chéric Balé, hein, situation sécuritaire dégradée, selon Guillaume Bateau, est-ce que c'est le même constat que vous faites? Non, je ne suis pas de cet avis parce que avant que les dirigeants actuels n'arrivent, le terrorisme était combattu avec toutes les forces de l'OTAN. Ça n'a pas donné de résultat. Et lorsque eux, ils sont arrivés, on a vu qu'au Burkina, il y a toute une zone qui a été libérée. Les gens même sont en train d'être réinstallés. Au Mali, il a dit tout à l'heure, ils ont libéré Kidal. N'eût été, on va dire, l'intervention de l'Ukraine lors de la dernière bataille à la frontière de l'Algérie, certainement que cette zone serait aussi libérée. Il est important de savoir que lutter contre le terrorisme, là, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une partie de plaisir. Et donc, on avait l'impression, quand ils arrivaient, que c'était comme un jeu. Il faut avoir... Pourquoi? C'est vous qui aviez cette impression. Mais sinon, une guerre, ça ne saurait être un jeu. Seulement... Ça prend du temps, c'est ça? Oui, mais c'est normal que ça prenne du temps. Ils sont là depuis combien de temps? C'est ce même combat que menaient les présidents élus démocratiquement. Oui, avec quel résultat? Au Burkina, au Mali, au Niger. Avec quel résultat? Ils n'ont jamais réussi à libérer une seule zone. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Non, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les faits. Sinon, donnez-moi les zones qu'ils ont libérées. Non, c'est moi qui pose des questions. Eux, ils viennent d'arriver, ils sont dans une logique de libérer leur pays, et ça se passe avec une adversité en face, avec des forces visibles et des forces invisibles. Et il y a toujours des réfugiés qui viennent en Côte d'Ivoire. On voit des réfugiés burkinabés. C'est tout à fait normal que ce ne soit pas chose facile. Mais on ne peut pas dire que la situation sécuritaire est pire. Ça, c'est pas vrai. Et c'est amélioré, c'est ça? Elle s'est forcément améliorée puisque je suis en train de dire qu'il y a des zones où on est en train de réinstaller. Au Niger, est-ce que le terrorisme avance? Ça n'avance pas. Il y a des zones où c'est plus difficile que d'autres, comme au Mali. Et puis voilà, c'est un processus. Bien, Guillaume Bateau, vous voulez réagir? Allez-y. Oui, moi, Madame la Présidente veut bien nous faire croire que la situation... Elle-même a du mal à dire que la situation s'est améliorée. Non, du tout. J'ai dit que ça s'est amélioré. Okay. Mais quand on regarde les résultats, 4 ans après, parce que 4 ans, c'est quasiment un mandat présidentiel, M. Goïta, est-ce qu'il peut dire aujourd'hui que la situation du Mali est meilleure que celle sous Ibeka? Moi, je dis non. Il faut dire appeler un chat un chat. M. Goïta, je vous dis, il ne peut même pas sortir de son palais. Vous êtes journaliste, allez sur les médias maliens, allez sur tous les médias. Vous ne verrez jamais M. Goïta dans une ville à 100 km de Bamako. Ça, c'est la triste réalité. Et en 4 ans, alors, M. Ibé Traoré au Burkina, il avait demandé 6 mois. Il avait demandé 6 mois. On a presque 2 ans. Et les massacres continuent. Il est là pour 5 ans. Et qui l'a élu pour 5 ans? C'est une usurpation grave. Et c'est malheureux. Mais vous faites un coup d'État et vous dites que vous êtes là pour 5 ans. Pourquoi? Le coup d'État, c'est une situation d'exception. Et ce que les militaires doivent faire, ce qu'ils ont promis en tout cas, c'est de faire en sorte que la situation sécuritaire soit jugulée dans un temps court pour que les institutions reprennent leur place. On ne peut pas venir, prendre les armes, braquer un pays et puis dire, bon, moi je suis là pour 5 ans. Qui vous a élu? Dans les pays sérieux, les dirigeants sont élus par la population. Bien. Aujourd'hui, ils utilisent justement, ils entretiennent cette insécurité. Ils font rien pour la limiter, juste pour s'en servir comme prétexte pour rester au pouvoir. On voit bien que tout leur schéma, c'est de rester au pouvoir, que ce soit au Mali, au Niger, même en Guinée et au Burkina, c'est la même chose. Nous avons des militaires qui n'ont aucune stratégie. Madame la Présidente a dit quelque chose sur laquelle je suis d'accord. La question du terrorisme, ce n'est pas un jeu. Mais vous avez raison de dire que c'est eux, ils croient que c'est un jeu. Vous ne pouvez pas, au moment où toutes les forces du monde
se coalisent pour faire face à un phénomène multidimensionnel comme le terrorisme, chasser tout le monde, y compris vos voisins, et puis espérer avoir des résultats uniquement avec une milice. C'est dommage. Et moi, je leur souhaite de réussir. Je leur souhaite de réussir, mais qu'ils fassent vite. Parce que la vérité, nous avons des témoignages chaque jour d'amis burkinabés, d'amis maliens, d'amis nigériens, mais la situation est intenable. Voilà. Il n'y a que les militaires. Aujourd'hui, vous dites un mot contraire à la logique et la volonté des militaires au pouvoir, on vous envoie au front. C'est pour ça qu'ils ont fait le coup d'État. C'est pas pour ça. Ils ont fait le coup d'État, ils ont les moyens de combattre les terroristes. Ce n'est pas les acteurs de la société civile, les journalistes, les hommes politiques qui doivent envoyer au front pour combattre les terroristes. Des artistes. Et des artistes. C'est pas ça. C'est un échec. Et ça, il faut le dénoncer. Au Mali, l'ancien premier ministre Souleymane Boigny Maïga a été laissé mort parce qu'il a été privé de soins. Ça, c'est des choses qu'il faut condamner. Et les régimes militaires aujourd'hui sont passés maîtres dans la privation des libertés, les restrictions des libertés des citoyens. Moi, je ne suis pas d'accord. Bien. Alors, puis Chérif Ballé, l'une des principales raisons évoquées par les putschistes au départ, devenus président, c'était aussi de réclamer et instaurer des États souverains. Après plusieurs années, pour d'autres, sont-ils réellement souverains aujourd'hui? La souveraineté est multidimensionnelle. Il y a la souveraineté au niveau de la gouvernance et puis il y a la souveraineté par rapport à son territoire. Par rapport à son territoire, on en parlait tout à l'heure, la souveraineté n'est pas encore acquise puisqu'ils sont encore en proie à la lutte contre les terroristes pour récupérer l'entièreté de leur territoire. Par rapport à la gouvernance, il y a des pas qui sont faits parce que la souveraineté, du point de vue de la gouvernance, c'est de pouvoir décider pour eux-mêmes et par eux-mêmes ce qu'ils veulent pour leur pays. Donc aujourd'hui, on assiste à des dénonciations de certains contrats de dupes qui avaient été signés à l'époque, qui faisaient que les richesses de ces pays-là allaient en grande partie aux Occidentaux. Aujourd'hui, ces contrats-là ont été renégociés. Certains contrats miniers où le pays avait 10%, maintenant c'est 30%. Ce qu'il faut dire, c'est que tout ça, c'est un processus. Les gens sont venus au pouvoir parce qu'ils voulaient changer les choses. Ils voulaient changer les choses, mais c'est en même temps dans un contexte de guerre à cause du terrorisme. Du coup, les choses ne peuvent pas aller comme sur des roulettes. On a des objectifs, on se définit des stratégies qu'on corrige au fur et à mesure qu'on avance. Mais c'est important de souligner qu'il ne faut pas condamner les coups d'État militaires et accepter les coups d'État institutionnels. Donc, coup d'État, c'est coup d'État. Et dans nos pays dits démocratiques, on n'est pas aussi libre qu'on le souhaiterait ou qu'on le devrait. Donc, tout compte fait, qu'on soit dans un régime militaire ou dans un régime civil à base de coup d'État constitutionnel, c'est la même réalité là. Tout ce qu'il est en train de décrire qui se passe au Mali, là, c'est ce qui se passe ici. Tu parles, on te met en prison. Sauf que nous, on ne nous envoie pas au front puisqu'on n'est pas dans un pays en guerre. Donc, les libertés sont bafouées partout. Moi, je ne suis pas citoyenne malienne, nigérienne ou burkinabé. C'est vrai, on entend tous les échos de ce qui se passe là-bas, mais moi, j'estime que c'est les mêmes réalités que nous vivons aussi dans nos pays. Donc, du coup, il n'y a pas à le décrier comme si chez nous, ici, tout allait bien. Ça ne valait pas la peine alors, ces coups d'État? Non, pas forcément. Si c'est pour bafouer les libertés? Non. Les coups d'État n'ont pas été faits pour bafouer les libertés. Les coups d'État ont été faits pour changer les institutions, pour remettre de l'ordre. Parce que les États dits démocratiques qui ne respectent pas les libertés, qui finissent par s'installer en dictateur, à faire des mandats à ne pas en finir, ils ne sont pas différents de ces militaires-là. On se plaint aujourd'hui qu'ils sont au pouvoir. Ils sont au pouvoir parce que l'intégrité, par exemple, si vous prenez le cas du président burkinabé, il n'a pas dit qu'il n'organisera pas d'élections. Il dit qu'il organisera des élections quand l'intégrité du pays sera retrouvée. Mais le Burkina est un pays démocratique. Le Burkina est un pays démocratique comme le Mali et le Niger. Comment ça? Ce sont des pays démocratiques. Actuellement, là? Ce sont des pays démocratiques. La constitution burkinabé est une constitution basée sur la démocratie. Le président est élu dans les urnes, vous êtes d'accord? Quel président? Le président burkinabé doit être élu dans les urnes. Dans tous les pays, c'est ça. Et non pas les coups d'État. Non, mais les coups d'État, là,
ça se justifie. Nous, on n'est pas pour les coups d'État, mais on est aussi contre la mauvaise gouvernance. Non, et ce sont les mauvaises gouvernances qui suscitent les coups d'État. Donc, à qui on doit s'en prendre? À ceux qui ont provoqué ça ou bien à ceux qui le font? Bien, Guillaume Bateau voulait réagir. Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'incantations dans ce que dit Madame la Présidente. Quand elle dit qu'ils ont mis fin au contrat de dupe, lequel de ces régimes a montré un seul contrat qu'il a signé, qu'il a renégocié? Lequel de ces régimes? C'est vous qui ne suivez pas l'actualité. Moi, je suis l'actualité malienne. Ah, moi, mais sinon, vous ne pouvez pas poser cette question. Si. Non, ils viennent dire oui, on a renégocié, mais les contrats ne sont pas publics. Moi, j'aurais pris ces gens au sérieux si ces contrats, ils les rendaient publics et en donnaient les clauses. Mais vous-même, quand vous signez vos contrats ici, là, non, vous les rendez Madame la publics. Présidente, c'est cette façon de faire qui n'est pas bien. Non, il ne faut pas demander aux autres ce que vous-même vous ne faites pas. Si vous critiquez, en Côte d'Ivoire, ici, on rend les contrats publics. Si vous critiquez, moi je demande que les contrats soient rendus publics. Moi j'ai toujours demandé. Ah. C'est pour ça que donc je suis on est dans les mêmes contextes. Non, on n'est pas dans le même contexte. Si. Non, on n'est pas dans le même contexte. Si vous décriez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ayez l'honnêteté. Mais quand on nomme la société, on dit la société c'était 10%, maintenant c'est 30%. On nomme. Ayez l'honnêteté de condamner ce qui se passe dans les pays de l'AES. Si vous condamnez les pratiques de gouvernance ici en Côte d'Ivoire, parce que mais vous aussi condamnez ce qui se passe ici. Oui, mais moi, si je n'étais pas... Ici, on maîtrise moi, mieux je ne suis pas militant du RHDP. Moi, je suis dans l'opposition en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'avais dit que vous êtes dans l'opposition. Mais je suis dans l'opposition, puis je critique. S'il vous plaît. Mais depuis quand vous avez demandé... Laissez qu'il aille au bout de ses idées, vous allez répondre ici la question. Allez-y, Guillaume Bateau. S'il vous plaît. Je pense que ce n'est pas sérieux de critiquer ce qui se passe dans son pays, qui est de loin meilleur à ce que vivent les intellectuels, les leaders d'opinion, les gens de la société civile au Mali, au Burkina aujourd'hui, et soutenir. Parce que vous dites, vous ne soutenez pas le coup d'État, en même temps vous les justifiez. Mais c'est la même chose. Je dis, aucun coup d'État ne peut être justifié. Beaucoup de pays dans le monde ont connu des régimes difficiles, mais se sont battus pour améliorer les processus, pour faire en sorte que la démocratie, qui est un long processus, s'instaure. Ce n'est pas avec le coup d'État qu'on va instaurer. On parle de démocratie avec des démocrates. Oui, mais ce n'est pas avec les militaires pushistes. C'est pas avec les militaires pushistes qu'on va faire la démocratie. Je suis désolé. Je n'aime pas tribler les gens des autres pays. Non, ce n'est pas une question de pays, nous sommes africains. Parce que ça aussi. En 2010, quand il y a eu la crise de 2010 en Côte d'Ivoire, oui. Quand vous regardez certains médias internationaux, vous avez l'impression que ce n'est pas de votre pays on parle. Oui. Donc, on ne peut pas se fier, se baser non, madame, sur vous êtes les rendu, médias internationaux uniquement sans s'imprégner vous avez parlé de au Mali. La réalité. Vous êtes rendu au Mali. Il y a combien de temps là-bas? Oui, mais vous avez vu. Je ne suis pas au Mali actuellement. S'il vous plaît, vous êtes rendu. Mais vous regardez, tous les opposants aujourd'hui au Mali sont en exil. C'est pas vrai. Moi, je suis journaliste. Je ne peux pas accepter. C'est que les médias aussi de ces pays déforment souvent la réalité aussi. Faisant croire que tout se passe bien. C'est bien. Les médias ne déforment rien. Les médias ne font... Non, c'était pas la dictature au Burkina, au Mali, au Niger. Il y a eu des régimes démocratiques. Le président Bazoum a été élu il n'y avait pas longtemps. Personne n'a été élu qu'on ne peut pas être... Non, mais qu'est-ce que vous appelez la dictature? Mais la dictature, c'est ne pas respecter les principes démocratiques. Mais qu'est-ce que le principe démocratique? Le président Bazoum a été élu juste un an après. Qu'est-ce qui justifie qu'il s'est joué ce coup d'État de Tchani? C'est le seul la volonté de prendre le pouvoir. Un point très, aujourd'hui, vous dites que vous êtes de la société civile, mais vous savez que beaucoup de leaders de la société civile, au Mali, au Burkina, sont en prison, sont envoyés au front. Vous le savez. Ici aussi, là, on emprisonne les militaires. Mais c'est pas parce que ici c'est fait qu'on doit le soutenir au Burkina. Je n'ai pas dit qu'on doit le soutenir au Burkina. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis malheureux. Il ne faut pas faire croire que notre situation ici... Non, moi je n'ai jamais fait croire. Attendez. Non, c'est pas la même contexte. Ici, on n'a pas de régime militaire, on n'a pas de régime militaire au pouvoir. On ne peut pas dire que c'est la même chose. Non, quand je dis même contexte, je parle en termes de respect des principes démocratiques. Merci pour Cheikh Balé. Un régime civil, vous se comporte comme un régime militaire. Non, c'est pas vrai. Non, pas du tout. Allez-y, Guillaume Bateau. Si vous mettez sur ce plateau, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire ce débat au Burkina. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire ce débat au Mali. Mais pourquoi même j'allais faire ce débat au Mali? Non, parce que... Moi, je parle de mon pays. Non. Mais nous sommes les Africains. Je ne suis pas une citoyenne du Burkina. Mais ces gens, aujourd'hui... Merci. Puis Cheikh Balé, il va répondre et vous allez répondre à la question. Allez-y, Guillaume Bateau. Si nous sommes responsables, nous devons être conscients, inquiets du sort de nos voisins. Vous ne pouvez pas dire non, mais je fais du Burkina. Mais vous ne vous inquiétez pas. Au contraire, vos amis de la société civile qui sont en prison, vous soutenez ceux qui les mettent en prison. Aujourd'hui, vous, que vous allez faire la prison, beaucoup d'Ivoiriens, y compris moi-même, on vous a soutenu pour vous libérer. Vous ne pouvez pas laisser vos amis de la société civile au Burkina aller en prison au front. Tous les opposants au Burkina sont en exil, ici en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Vous ne pouvez pas soutenir ça. Vous faites passer pour une militante des droits de l'homme. Mais vos amis qui luttent pour la liberté au Burkina, au Mali, sont au front. Je ne me fais
Absolument, il n'y a pas de Bien. cohérence, il n'y a pas de logique. Bien. Absolument. Vous n'avez pas de droits de l'homme. Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. On vous a bien compris. Merci Guillaume Bato. Merci. Alors, on revient au sujet. On revient au sujet. Alors, une autre question pour vous. Merci, merci. Merci. Alors, Guillaume Bato, prochaine question. Prochaine question. Les juntes du Niger, du Mali et du Burkina Faso justifient la prise de pouvoir par 3 raisons principales. L'insécurité qu'on a abordée tout à l'heure, l'insécurité croissante. Il y a aussi la stagnation économique et la corruption. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, tout va mieux dans ces pays-là sur ces aspects? Et puis, ce sont des prétextes fallacieux. Voilà. Parce que les militaires ne font pas mieux. Puisque eux-mêmes, ils briment toutes les voies dissidentes. Aujourd'hui, personne ne peut critiquer les régimes militaires au Burkina, au Niger et au Mali. Même en Guinée. Alors, donc, il ne peut pas dire qu'ils sont plus transparents. Aujourd'hui, ils font des incantations, mais c'est des régimes corrompus. Il n'y a aucun contrôle citoyen sur l'action de ces gouvernements. Il n'y a même pas de voix dissidente. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont pris l'insécurité pour prétexte. Eux-mêmes, on l'a dit ici, depuis 4 ans, M. Goïta, aucun résultat concret. Si ce n'est pas des incantations sur les réseaux sociaux, il faut être sérieux. Tous les arguments qu'ils ont utilisés sont de faux prétextes. Bien. La preuve, on voit aujourd'hui, au pied du mur, ils sont incapables de ramener la sécurité dans ces pays. Ils sont incapables de garantir les libertés individuelles et collectives. Ils sont incapables de garantir une économie qui projette les citoyens. Vous allez au Mali aujourd'hui, l'électricité est devenue dans les rares. C'est les délais partout. Les gens pleurent. Voilà. Et vous voyez les réfugiés qui descendent au nord de notre pays. Mme Balé peut faire un tour au nord de la Côte d'Ivoire. Si les populations se sentent en sécurité, elles ne peuvent pas chercher à fuir. Bien, à la stagnation économique, corruption, c'était en tout cas des raisons évoquées au départ. Est-ce qu'aujourd'hui il y a changement selon vous? Je pense qu'on discute sans tenir compte du contexte. Dans un contexte de guerre, c'est normal qu'il y ait des déplacés de guerre. Oui, mais la question, est-ce qu'il y a changement sur le plan économique et également la lutte contre la corruption? Est-ce que les choses ont changé dans ces pays? C'est ce que je disais. Qu'est-ce qui vous fait dire que les choses ont changé? Mais je l'ai dit, vous ne m'écoutez pas. Il y a un changement parce que gérer le terrorisme avant l'arrivée de ces militaires-là, il n'y a pas eu de résultat. Il y a eu quel résultat? Actuellement, il y a des résultats. Des gens sont en guerre. Malgré cela, ils arrivent à libérer certaines parties de leur pays et réinstaller des populations qui avaient fui ces contrées-là. Maintenant, si la guerre n'est pas finie, c'est tout à fait normal qu'il y ait d'autres zones où, si la guerre fait rage, des gens se déplacent. Du point de vue économique, il y a des décisions qui sont en train d'être prises. Alors parlons du point de vue économique. Est-ce que pour vous la souveraineté passe par l'instauration d'une propre monnaie à ces pays-là? Mais ça fait partie de la souveraineté, forcément. Est-ce que vous avez foi? Ça fait partie même de l'indépendance. Est-ce que vous avez foi que cela arriverait un jour? Mais pourquoi dans un délai bref, parce qu'ils ne sont pas élus démocratiquement, ils n'ont pas assez de temps. On ne poursuit pas quelqu'un pour faire quelque chose. Quand on se fixe des objectifs, ces objectifs-là s'accomplissent en fonction du contexte. Ils ont dit qu'ils venaient pour lutter contre le terrorisme. Ils sont en train de lutter contre le terrorisme. Et ils n'ont pas encore fini. Mais pourquoi est-ce que les autres qui ont fait 10 ans, là, ils ont fini? Pourquoi c'est eux qui finiraient en 4 ans, en 3 ans ou en 2 ans? C'est des raisons évoquées, c'est des engagements. Quand on prend des engagements, c'est en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Il faut être sérieux. Après, quand le contexte évolue, ça joue aussi sur les résultats, sur les objectifs, c'est tout à fait normal. Bien, Guillaume Bato, parlons de souveraineté économique. Est-ce que ces pays arriveront à mettre en place leurs propres moyens? C'est du pipeau. Ils sont capables de rien. Ils sont capables de rien, M. Sidik. Depuis 4 ans que M. Goïta est là, vous croyez qu'il met en place une politique économique pour sortir le Mali du marasme économique? Et ils ont créé l'AES, juste parce qu'ils refusent de quitter le pouvoir, de céder le pouvoir aux civils. Mais ils ont quitté la CEDEAO. Mais pourquoi le même jour, ils n'ont pas quitté lui et moi? Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est de la poudre aux yeux. Ils se livrent à des incantations. On sait bien qu'il n'y a rien de concret. Aujourd'hui, vous parlez de souveraineté. Ils sont obligés de se mettre à la remorque d'une milice privée. C'est une honte. C'est une humiliation. Aujourd'hui, c'est une humiliation. Wagner est devenu leur salut. Mais ces capitaines, ces généraux, là, devaient avoir honte. Voilà. Donc, il ne faut pas tromper les gens. Monsieur Goïta, on a 4 ans au moins pour apprécier. Monsieur Ibé, bientôt 2 ans. Monsieur Tiani, ça fait plus d'1 an qu'il est là. Mais ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Quelles décisions concrètes ils prennent pour juguler le terrorisme? Quand Mme Balé dit que c'est le contexte, mais il fallait qu'ils y réfléchissent avant de faire le coup d'État.
Parce que si vous reprochez à ceux qui ont été, non seulement qui ont eu la légitimité populaire, être élus démocratiquement, d'avoir pas été capable de faire ceci ou cela, que vous prenez des engagements, mais il faut pouvoir les tenir. Auquel cas vous n'êtes pas capable de le faire, vous dégagez. Vous dégagez, purement simplement. Parce que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est malheureusement faire courir des risques énormes à notre sous-région. Bien, est-ce que la liberté de manifestation et d'association dans ces pays-là est aujourd'hui une réalité parce qu'on ne voit plus les opposants politiques mener des actions, des activités? Moi, je n'ai jamais vu... C'est une violation de la démocratie. Je n'ai jamais vu un régime militaire où toutes les libertés sont garanties. Je n'ai jamais vu ça. Si vous avez des exemples, vous allez nous en donner. Ce que moi je sais, c'est qu'il y a des pays qui ont décidé de prendre leur destin en main. Et personne n'a dit que ça allait être facile. Ils sont dans un cheminement pour aller vers leur souveraineté totale. Et moi, je pense que grâce à leur détermination, ils vont y arriver. Tous les biais qui pourraient y avoir dans leur démarche, malheureusement, ne sont pas différents de ce que nous-mêmes nous vivons dans nos pays dits démocratiques. Donc vous saluez ce qu'ils font présentement. Je n'ai pas dit que je salue, je suis en train de dire donc c'est déplorable. Que par rapport au contexte dans lequel ils sont, leurs résultats sont appréciables. Mais c'est mon droit d'apprécier les résultats qu'ils ont. Mais est-ce que vous condamnez le fait que les leaders d'opinion aujourd'hui n'ont pas le droit de dire non à ces régimes-là, à des actions menées? Aujourd'hui, il faut... En tant que militant de la société civile, on ne peut pas soutenir les atteintes aux libertés. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que dans un régime militaire, c'est quasi normal que les choses se passent. Non, ce n'est pas normal parce que le peuple n'a pas opté pour un régime militaire. Le peuple n'a pas demandé des militaires au pouvoir par un coup d'État au Burkina, au Niger, au Burkina. Le peuple élu son président dans les zones. Il s'impose au peuple. Le coup d'État, là, il s'impose au peuple. C'est un groupe de militaires qui décident que la situation ne leur convient pas, ils veulent venir mettre de l'ordre, ils ne demandent pas l'avis du peuple. C'est grave. Bien, c'est grave. Non, on ne peut pas donc dire que le peuple peut demander un coup d'État. Maintenant, quand le coup d'État survient, ce qu'il faut espérer, c'est que la transition ne dure pas. Mais il ne faut pas encourager les coups d'État. Il ne faut pas encourager les coups d'État dans ces pays. Allez-y, Guillaume. Oui, mais Madame Balé ne peut pas dire une chose et son contraire. Et moi, je pense que c'est un problème pour notre pays. On ne peut pas avoir des convictions à géométrie variable. Ou vous êtes militant de la société civile, militant des droits de l'homme, vous condamnez avec énergie d'abord le coup d'État, parce que c'est un détournement de la volonté populaire. Est-ce que les pays africains sont les seuls pays, les seuls pays où il y a des problèmes dans le monde? Même dans les pays dits démocratiques, il y a des problèmes. Mais les militaires ne s'invitent pas sur la scène politique pour faire des coups d'État. On a vu ici le Sénégal, qui était au bord de la crise, mais l'armée sénégalaise n'a pas pris le pouvoir par la force. Non, il ne faut pas justifier l'injustifiable. Ces gens n'ont rien à faire à la tête de ces pays. Bien. Ils n'ont aucune compétence pour le faire, ils n'ont aucune légitimité. Au contraire, ce sont des gens corrompus, des militaires sans vision, qui aujourd'hui sont venus juste s'asseoir dans les palais présidentiels pour faire pire que ceux qu'ils ont critiqués. Et nous, on ne peut pas accepter. Bien, dernière question pour terminer. Inflexible mais impuissante, la France est en mauvaise posture au Sahel. C'est le cas aussi de plusieurs grandes puissances. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui des relations entre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, et la France, ainsi que d'autres puissances étrangères? Est-ce que c'est aujourd'hui en France qu'il y a les terroristes qui tuent les gens? Ce n'est pas en France. C'est au Niger, c'est au Mali, c'est au Burkina. Voilà. Ils ont choisi de ne pas travailler la France, c'est leur choix. Mais nous, ce que nous leur demandons, c'est qu'ils ont choisi la France, c'est peut-être leur volonté. Mais qui mettent fin à l'insécurité, qui mettent fin au terrorisme. Il ne peut pas dire, c'est un contexte, mais le contexte, ils savaient, il fallait y réfléchir avant. Voilà. Donc, si la France, aujourd'hui, a le beau rôle, oui, c'est le diable incarné, mais nos militaires, ils font mieux qu'en France. Est-ce que leur pays, les citoyens burkinabés, maliens, nigériens, sont plus heureux que les citoyens français? Non. Moi, je suis contre ceux qui pensent que tous les maux de l'Afrique viennent d'ailleurs et n'engagent jamais la société des Africains. Moi, je suis contre. C'est vrai, il y a des difficultés. Nous sommes dans un monde de compétition. On ne peut pas dire que la France n'est pas un gentil pays. Non, mais la France a des ambitions pour son pays. C'est à nous, Africains, d'être responsables et de savoir, de choisir ce qui est bon pour nous. Et non en s'engouffrant dans des expériences sans lendemain comme le coup d'État.
bien la situation, les relations entre la France et les États membres du Sahel, c'est-à-dire surtout le Burkina, le Mali, le Niger, se détériorent ces dernières années. Puis, Chéric Balé, comment est-ce que vous appréciez les relations qui existent présentement entre la France et ses anciennes colonies? Moi, j'estime que la France, à un moment donné, a soutenu les États beaucoup plus que les peuples. Parce que dans nos pays, la mauvaise gouvernance fait souffrir le peuple. Et le peuple n'a pas de recours. Et quand des personnes veulent s'éterniser au pouvoir en faisant des coups d'État constitutionnels, on ne voit pas la France de façon ferme s'opposer à cette façon de faire. Du coup, pour ceux qui sont dans le peuple, la France soutient leurs bourreaux, la France soutient les personnes qui ne veulent pas respecter les principes démocratiques. Donc, quand malheureusement, ces personnes que la France soutient s'en vont par la force, finalement, la France n'a plus d'interlocuteur. Cela dit, chaque pays est libre de commercer avec le pays qu'il veut. Et nous, qui nous mettons dans la logique panafricaniste, tout ce que nous voulons, c'est d'avoir des présidents, des chefs d'État qui soient soucieux du bien-être des populations, qui soient réellement au service des populations, plutôt que de piller les richesses, plutôt que de travailler pour l'extérieur et faire souffrir le peuple. Qui respectent aussi la Constitution. Absolument, absolument. Surtout les militaires qui ne respectent pas la Constitution dans ces pays. Les militaires, vous voulez comparer des militaires aux civils. Et ça, c'est une comparaison qui ne tient pas. Parce que chez nous, en sociologie, on dit ne comparer que ce qui est comparable. Un militaire, normalement, n'est pas fait pour être au pouvoir. Mais un État a des lois qu'il faut respecter. Comment? Un État a des lois qu'il faut respecter. Mais Nul quand n'est l'État au-dessus de la lui-même loi. ne respecte pas les lois, là, c'est ça qui crée ces choses. C'est ça le problème. Comme l'État respecte la loi, Mais quelqu'un qui a la loi, on lui répond par les choses aussi, c'est la même chose. Bien, voilà, madame, C'est monsieur. facile de venir au pouvoir par les unes. Merci, plus Chéric Balé. C'est terminé pour cette partie. C'est terminé pour cette partie, madame, monsieur.